Effectivement, je t'aime moi non plus, Emmanuel. C'est vraiment une tâche pas facile. Mais je te remercie ainsi que toute son équipe, sa jeune équipe, pour me donner l'occasion de prendre la parole. Je n'étais pas aux universités de l'année dernière parce qu'il se passait la même chose pour une maladie tragique également, la maladie de Charcot, exactement au même moment l'année dernière. Donc cette fois-ci, je peux faire les deux dans la foulée cette semaine. Ces journées ont été intimidantes. Et effectivement intimidantes parce que je trouve qu'elles ont été effectivement très portées sur l'intimité du soin, et vous en êtes vraiment les chevaliers. Intimistes parfois même dans les échanges et propos de grands scientifiques. Ce matin, notamment, ce dialogue matinal entre Michel Poncet et Annick Alperovich m'a vraiment touchée. La clarté de Annick et de Michel a tutoyé l'humilité de cette chercheuse de très très haut niveau, pour moi, m'a fait grandir. Grandir, ne serait-ce que je suis neurologue, effectivement, et vouée à dire ce que je ne sais pas, ou ce que je crois savoir. Me faire grandir dans les possibles, les tangibles, les incertitudes, et surtout la décision dans l'incertitude. On le sait, et on l'a vu ce matin encore une fois, au regard des chiffres et de la difficulté d'avoir une épidémiologie exacte, au regard de ces fameux marqueurs que j'appelle ce qui rend signifiant l'inapparent, au regard de cette obligation de réévaluer toujours nos faits et nos mesures et remesurer l'exactitude de nos mesures, globalement tout ça est exact, mais malheureusement est individuellement très aléatoire. Alors je vais juste dire un mot sur la question de la dénomination. Je ne rentrerai pas dans le débat de démence, c'est beaucoup trop vaste et ce n'est plus le propos ce soir. Je crois que dénommer la maladie par ce vieux nom, Alzheimer, est très important et je vais vous dire pourquoi. J'ai un peu travaillé cette question pour cette fameuse maladie de Charcot dont je m'occupe à côté de la maladie d'Alzheimer et d'autres types de démence. Figurez-vous que ce mot Charcot, comme ce mot Alzheimer, peut être vécu comme une filiation. C'est peut-être un mot poussiéreux, mais c'est une filiation. Quand vous dites maladie d'Alzheimer, c'est beaucoup plus précis que de dire troubles cognitifs sévères, dégénérescence, etc. Donc je pense que pour l'instant, en tout cas pour mon faire personnel, je continuerai à dire maladie d'Alzheimer ou apparentée, car ça permet encore éventuellement une ouverture à une identité narrative, comme vous le savez, qui n'est pas facile à construire avec cette irruption de la maladie. Je crois qu'on est souvent embarrassé de nos savoirs, et parce qu'on est embarrassé de nos savoirs, nous n'arrivons pas à utiliser les mots. Or, c'est à double tranchant, et si on n'utilise pas les mots, on rajoute des mots. Je crois également que nous avons un challenge pour les prochaines universités d'été qui nous attend, et vraiment qui est au seuil de cette conférence et de ce chapitre, c'est qu'il va falloir très 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 vite que nous essayions de, je dirais, coupler une triangulaire qui se fait jour tous les matins quand je vais à ma consultation, à savoir ma préoccupation de médecin qui doit dire, effectivement, la préoccupation des familles qui sont de plus en plus averties dans un savoir profane que vous connaissez bien, qui est Internet, et puis notre questionnement éthique, à savoir que va-t-on faire devant ce spectre du présymptomatique ? Comment va-t-on faire ? Que faire ? Comment dire ? Et comment va-t-on pouvoir s'engouffrer de proposer une hypothétique connaissance dans le présymptomatique ? C'est demain. C'est, à mon avis, demain, notre médecine. Y a-t-il un seuil, d'ailleurs, dans la loyauté ? Un merveilleux discours d'hier que nous avons entendu. Est-ce qu'on va pouvoir définir un curseur dans ce seuil dans la loyauté ? Est-ce que le silence pourra encore longtemps être conjugué dans le présent, dans le temps du présent, en recherche ? Tout cela, je pense que ce sont des questions pour demain et pour l'université TT de l'année prochaine, je pense. Fabrice Xil, franchement, merci beaucoup de votre conférence que vous avez intitulée « La maladie du temps ». J'aurais presque maintenant envie de dire « La maladie des temps ». J'étais très fière, moi, d'exhiber ma faible connaissance de la philosophie orientale en disant, pour mes patients qui se paralysent en quelques mois, que on n'est plus à un moment où il faut se conjuguer en passé. Qu'est-ce que j'étais beau, qu'est-ce que j'étais belle, qu'est-ce que je dansais bien, qu'est-ce que je ruminais bien, ou qu'est-ce que je vais devenir. J'essaye d'apprendre à mes patients de dire « je suis ».
Et en fait, je pensais que c'était du bon sens de dire cela. Et je pense que vous m'avez appris que j'étais peut-être à côté, et dans un contresens. Parce que justement, la simplicité, comme dit le philosophe, cette princesse égarée de l'immédiat, eh bien cette simplicité, elle nous oblige à vivre de plein pied. Or, ce plein pied, il s'articule et il se désarticule dans les devenirs de chacun. Le malade, bien sûr, et son devenir, mais aussi le malade, de vous, le temps, le devenir de vous tous, soignants et entourants, de ceux qui donnent, je n'aime pas du tout le mot aidant, mais c'est plus le propos de ce soir, et de ce que j'appelle cette ruche phénoménologique du soin qui est autour du soin, autour du malade. Et donc le vécu de cette perte de l'identité narrative, je trouve engourdi un petit peu trop rapidement, un peu trop facilement nos esprits qui ont oublié de garder en priorité cette interrogation qui est finalement notre fléau, c'est effectivement notre finitude, cette concrétude de tous les jours. Et ce miracle que nous sommes tous, c'est de refaire et de refaire chaque jour des choses pour éventuellement avoir de l'imaginaire. Cette maladie nous apprend que finalement nous recevons par nos malades, nous recevons par tout ce que les soignants qui sont autour de moi donnent aux malades. Et je pense que c'est un message que vous tous, en sortant de cet amphithéâtre, pourra éventuellement conjuguer au présent et au futur pour que ces universités d'été résonnent. Je ne veux pas du tout faire l'éloge de la souffrance, c'est pas du tout mon style. Je sais que je suis encore en bonne santé et c'est pas parce que les autres souffrent que je suis en bonne santé. Et je pense qu'il faut continuer à travailler pour que notre hymne soit finalement l'acceptation de l'éphémère. Je pense que Virginie Ponel s'associerait à moi pour interroger Fabrice sur finalement quelque chose qui m'arrive là depuis quelques jours avec l'irruption de l'aigu dans le chronique. Nous avons parlé effectivement de la chronicité de cette maladie qui désanime la mémoire, mais quand on pense maladie d'Alzheimer, on aurait tendance à oublier que si l'esprit est en déroute, il n'empêche que le corps peut continuer à vieillir. Et je pense que ça encore interroge une autre sidération du temps. La communion avec cette routine, il est malade de sa maladie d'Alzheimer, comme il nous a été dit hier dans ce merveilleux film de Patrice. Eh bien, cette communion avec la routine va être violée parce qu'on n'aurait pas pu penser l'impensable, l'irruption d'une autre maladie sur cette maladie. Et donc, il y a de nouveau une nouvelle césure à vivre, et je peux vous dire que j'ai pu fréquenter l'adverbe « déjà ». Il va déjà mourir alors que mon beau-père est malade depuis 15 ans, et il va bientôt mourir. Alors, de la table ronde, de cette première table ronde de ce matin, je retiens qu'il est assez compliqué de se mettre à la hauteur de la simplicité, parce que notre adaptabilité propre à chacun, soignant ou soigné, fait que peut-être nous essayons de donner effectivement à ceux qui ont l'oubli de l'oubli, comme il a été dit, cette infiltration de l'oubli, et ces êtres qui n'ont peut-être pas de regrets, eh bien finalement ils nous donnent à aborder un comportement qui était probablement insoupçonnable en nous, à savoir d'essayer de ne pas avoir de remords. Et l'abîme devant ce temps affecté, c'est un très joli terme qu'on a entendu tout à l'heure, et non pas désaffecté, ce temps affecté nous envoie dans les profondeurs des sommets de notre responsabilité, et vous en avez été effectivement les témoignants. Armelle, franchement, je te remercie chaleureusement et affectueusement de tes leçons de mots. Tu m'as ravi dans le croustillant de ces dépucelages de signification. Et pour ma part, tu m'as livré des instants de bonheur parce que tu m'as donné de la nouveauté, dans des mots que je pensais connaître. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que je vais afficher dorénavant l'intime sourire de la Joconde, mais il est vrai que quand je t'entendais parler de l'intime, de l'inter, comme tu disais, je pense que tout un chacun, vous allez retrouver au fond de vous votre ancêtre, cet homme qui, au départ, dans ce monde de noirceur, avec un ciel certes parfois étoilé, mais surtout froid, cet homme initial a d'abord été un être spatial et il a recherché donc une caverne pour se protéger. Et c'est seulement après, dans cette, on va dire, cette intimité du chez lui, grotesque, entre guillemets, qu'il a enfin pu élaborer une pensée métaphysique et artistique et remettre
à l'humus primitif, à la terre, ses ancêtres et enterrer ses aïeux. Donc le temps, son rythme linéaire et circulaire, comme vous l'avez dit Fabrice, est devenu maintenant une primauté et cette maladie nous le rappelle. La deuxième table ronde, j'irai un petit peu plus vite, Catherine Belin nous apprend, et je reprends les petits mots en filigrane que nous sommes dit Sylvie Hirsch et moi-même, Catherine Belin nous a appris que finalement le consensus, les consensus dans le suivi des malades, dans la non-diagnostic, ce consensus rime parfois avec rictus. En effet, la pratique est bien loin de ces fameux mots qui sont absolument loin de la poésie. Nous sommes plus à la hauteur d'une brindille thérapeutique que véritablement d'une solide barque pour répondre pour essayer de rejoindre cette autre rive qui est riche de termes, consensus, stratégie, procédure, dispositif, plan. C'est vraiment parfois très loin de ce que l'on fait tous les jours. Et après avoir conjugué l'identité au singulier et parfois au pluriel hier soir, puisque j'étais à cet atelier, j'aurais aimé aussi conjuguer au pluriel les territoires de l'intime pour des intimes, parce que finalement la concrétude de la vie, mise à nu, parfois par cette maladie de la cognition, rudoie vraiment la pudeur. Je suis persuadée que nous avons été tous très bouleversés de voir qu'une fille devenait la mère de sa propre mère dans cette maladie. Et Geneviève de Mour nous l'a bien rappelé. Alors le sex appeal de Gérard Rips nous a permis de montrer que l'irruption du désir chez nos aïeux confond très rapidement nos consciences qui sont complètement contries de préjugés. Et je ne sais pas qui nous a mis dans la tête que nos vieux, entre guillemets, étaient de fervents lecteurs de Platon. Ils ont droit effectivement d'avoir des envies. Et je crois, et Sylvie Hirsch là également me l'a susurré, je crois que il nous faut quand même encore essayer de nous laisser surprendre. Dans la transparence, dans ce désir de soin, nous allons vers une transparence presque, je dirais, là aussi, impudique de l'autre. Je pense qu'il nous faut encore être ouverts à la différence et de ne pas considérer nos aïeux comme des narcisses devenus trop sages. N'est-ce pas aussi de la spiritualité que de laisser encore du mystère à la compréhension de l'autre, même si la maladie déshabite sa narration. Cet après-midi, alors que nous avions conjugué le temps, j'ai bientôt fini, c'est fini. La deuxième table ronde, c'était l'espace. Alors l'espace, Fabienne Ploska, sa fleur de peau, d'ailleurs, nous a un peu démystifié la biographie spatiale du patient et son proche. Et c'est vrai que d'interroger la perte du repère de l'autre dans sa spécificité doit aboutir à étoffer les vertus protectrices du lieu de vie, et ce n'est pas facile. C'est un microcosme parfois très exubérant, effectivement, parfois exhibant des choses qu'on n'aurait jamais imaginées de son aïeul, contre un macrocosme qui pourrait être vécu comme danger. Le pluriel également a été une proposition intéressante et je trouve très courageuse de la part de Françoise d'Aigremont, car effectivement s'occuper de personnes seules, célibataires à domicile et affectées par la maladie, c'est la voie d'une triple exposition. L'isolement du patient, mais aussi l'isolement et la solitude du soignant qui vient à domicile de ce célibataire de la vie, et puis l'échec de ces deux rencontres solitaires. Il ne faut pas oublier que c'est un tissage. Chacun tisse effectivement le soin à travers de cette rencontre. Marie Aldebert soulève la question du choix, non plus de l'espace, mais du lieu de protection. Et là, j'avoue que j'ai toujours beaucoup de mal à entendre le terme projet de vie personnifié. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si c'est cela le prix de la protection. Enfin, Véronique Lefebvre-Desnouettes, comme dans son habitude, a été remarquable, puisqu'elle a conjugué le compassion, contrainte, complicité et une comptabilité pour essayer de ne plus conjuguer le terme culpabilité lorsqu'on consent à placer, ce verbe placer qui est comme poser quelqu'un dans un autre lieu. J'ai appris très récemment d'ailleurs, pour vous faire un peu sourire, qu'à la Nouvelle-Orléans, on ne dit pas « je vais en retraite, je vais dans une maison de retraite », mais « je vais à la reprise, je reprends ma vie ». Je pense que cette philosophie pourrait être conjuguée dans nos questionnements éthiques. Et les magnifiques dessins que Véronique nous a montrés m'a rappelé la symbolique des portes et des labyrinthes. Et enfin,
Armel, tu as philosophié avec le ion de la protection, confusion, prévention, précaution. J'avoue que j'ai cru que le ciel allait me tomber sur la tête quand tu m'as dit enfin que contention, c'était aussi combattre, donc agression. Je me suis sentie toujours agressive lorsque je voyais mes patients contenus. Et heureusement, ta philosophie s'est arrêtée à la porte de Vauban, qui était un grand promoteur de la défense et aussi de l'agression, puisqu'il était promoteur des libertés. Je finirai par l'équipe que Benjamin a brillamment orchestrée. Je n'ai pas du tout la prétention de pouvoir résumer cette table ronde qui dépassait mes compétences. En tout cas, c'était très audacieux de finir par cela, car je pense, et je finirai par ça, je trouve que la tragédie, mais aussi un paradoxe particulièrement émoustillant de notre société actuelle, c'est qu'effectivement, et Athanase Périphan nous l'a dit, il nous a souligné ces peurs du microcosme, des peurs de vendeurs de tapis, de quotidien qui caricature notre attachement à la matérialité. Et à côté de ça, nous avons des jeunes, et puis nous-mêmes, une facilité à exhiber notre privé sur Facebook, ce qui rend ce paradoxe absolument digne de questionnement éthique et de ce qu'est une authentique société. En tout cas, votre présence était bien authentique et ces universités d'été superbes.